pizza ou papoune? Et ben faut voir la recette de la papoune, ça dépend de la recette de la papoune, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la papoune traditionnelle au poulpe de roche, et puis la papoune industrielle qui est dévoyée, mais dans lequel des fois on peut prendre un plaisir coupable. Donc je sais pas, toutes les papounes sont bonnes à prendre. Alors, le prénom Lou, c'est simplement parce que mes deux prénoms préférés de fille, c'était Maya et Lou. Quand j'ai eu une petite fille, on l'a appelée Maya, donc il restait Lou. Donc je voulais un nom pour la série avec un impact, un nom bref. Et donc ce qui est rigolo, c'est que je me suis souvenu, mais très récemment, c'était vraiment un souvenir enfoui, que quand j'étais en 6e ou en 5e en anglais, à l'époque, on nous attribuait un prénom anglais pour toute l'année en cours d'anglais, et donc je me suis souvenu que je me suis appelé Lou, qui est un prénom anglais, pendant 1 an. Donc ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai eu un flash l'autre jour, je me suis dit mais c'est incroyable parce que je raconte mon enfance à travers Lou, et en fait j'ai été Lou pendant un moment, donc c'est pas par hasard peut-être. Donc ça c'est la réponse. Et ensuite les mèches, c'est simplement que je voulais trouver un gimmick reconnaissable pour le personnage, comme les oreilles de Mickey ou comme la mèche de Titeuf. Et voilà, donc j'ai trouvé cette idée des grandes mèches dont le dessin a beaucoup évolué en fait au fil des albums, parce qu'au début c'était comme une espèce de gros cormoran qu'elle avait posé sur la tête avec un double M et tout, un truc très dur à dessiner. Et au fur et à mesure j'ai épuré le dessin et je lui ai raccourci les mèches dans le dernier tome. Est-ce que c'est vraiment un costume? Est-ce que je sais à quoi ressemble Mr. Juice sous son costume? On va dire que oui, mais que ça vous regarde pas, que c'est sa vie, que c'est son choix, que c'est son identité. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'est un personnage qui est assez populaire finalement parmi les lecteurs, sur lesquels on sait très peu de choses. Donc j'espère dans un avenir proche donner un peu plus de backstory et d'étoffer un peu le mystère de ce personnage. On peut. Je crois que c'est établi à un moment d'une façon ou d'une autre, mais je suis même pas sûr. Dans le film, du coup, il y a les acteurs qui aident. Dans le film, ouais, il y a les acteurs qui aident, mais alors ce qui est drôle, c'est que je crois que dans la première apparition de Manolo et Preston, ils ont les cheveux inversés au niveau couleur. Or, les acteurs, en fait, ils sont arrivés, ils avaient vraiment la tête de Manolo et Preston, mais ils avaient les couleurs de cheveux inversées. Je crois que depuis, j'ai gardé les couleurs de cheveux du film. Mais en vrai, je sais plus du tout. Je crois que dans le film... Non, je sais même pas dans le film lequel est Manolo et lequel est Preston. Et puis ce que j'aime bien, c'est que dans l'idée, pour moi, ce duo de personnages, ils sont tellement fusionnels qu'eux-mêmes, ils savent plus. En fait, voilà. Entre nous, pour avoir déjà cherché pour des théories, j'ai jamais réussi à trouver. T'as jamais réussi à trouver, très bien. Super dur. Ah, c'est compliqué ça. Personnage préféré, j'aime bien la mère de Lou, j'aime bien Marie-Émilie. J'aime bien Lou, évidemment. Voilà, ensuite mon personnage que j'aime à détester. En fait, mon problème, c'est quand il y a un personnage que que j'aime pas ou qui m'énerve et je veux le faire descendre de sa superbe, c'est souvent parce que c'est un peu... voilà, genre Clément Feuille-Frelin, etc. Donc c'est un plaisir en fait de faire un personnage détestable. En fait, à force de charger la mule, ce pauvre Clément Feuille-Frelin, finalement, il en devient sympathique. Et en fait, il y a pas mal de personnages comme ça où j'ai des rapports d'amour-haine fluctuants avec eux, comme avec Tristan en fait au début, que j'aimais pas dans le premier, je trouvais que juste un beau gosse un peu qui a rien à dire, et puis en fait à force de l'accumuler, lui envoyer des tares, je me dis un peu c'est le pauvre quand même, et puis finalement il en devient touchant. Et puis j'essaye aussi de faire en sorte que par exemple Lou puisse avoir ce même genre d'ambiguïté aussi dans Sonata. Il y a des moments où elle est pas toujours très fréquentable. Alors j'ai pas satisfait, j'ai pas changé. Oui, si on peut dire que ça en fait. C'est-à-dire qu'en fait à la base il devait y avoir que 8 tomes. Ça devait s'arrêter à la fin de l'actuelle saison 1. Donc ça je l'avais écrit. Je savais ce qui allait se passer dans cette fin depuis le tome 2. À peu près au tome 2, j'avais déjà eu un plan en me disant c'est bien, ça se finira comme ça et il faut que ça finisse à un moment ou à un autre. Mais j'avais pas compté justement sur le fait que ça dure aussi longtemps, qu'il y a un tel engouement, que le personnage évolue et que moi j'évolue, et puis je n'avais pas non plus calculé le ressenti et le retour des lecteurs.
Et donc forcément, en fait, le fait de les rencontrer, déjà, je me suis rendu compte qu'effectivement, ils avaient grandi. Et donc vers le tome 6, non, vers le tome 7 plutôt, je me suis dit, mais non, en fait, c'est idiot d'arrêter là, parce que je pense que j'ai encore des choses à dire, plus aux adolescents, mais disons aux jeunes adultes. Donc d'où l'idée de lancer la saison 2 de Sonata, et donc de faire passer à la trappe cette première fin. Et en plus, qui était vraiment nulle, rétrospectivement, maintenant, je la lis et tout, je me dis, mais en plus, tu as envoyé un message qui était pitoyable dedans. Donc je vous dirai pas ce que c'est. Et effectivement, le truc de me dire, bah oui, voilà, ouvrons la fin de cette saison 1 vers une saison 2, d'où le titre En route vers de nouvelles aventures, qui fait référence non seulement au voyage de Lou, mais aussi à l'ouverture vers ce que sera la suite des aventures de Lou. Donc effectivement, c'est le rapport avec les lecteurs et les fans qui conditionne mon travail, et il y a même un jeu complètement avec les lecteurs et les fans et la communauté, de cacher des mystères, de cacher des choses, des alphabets secrets, et de leur donner des fois des fausses pistes dans lesquelles ils tombent, et ça me fait très plaisir. Franchement, je m'amuse avec ça, et moi j'ai toute une histoire cachée qui est écrite, qui est dans mes carnets. J'ai des arbres généalogiques par exemple, j'ai des chronologies, j'ai une espèce de vision globale. Disons qu'il y a une histoire B dans Lou. Il y a l'histoire principale de Lou, ce qu'elle vit elle, et il y a plein de choses. Il y a une autre histoire qui se passe en parallèle. Oui, j'ai beaucoup de trucs en tête quand même que les lecteurs n'ont pas. Mais ensuite, ce qui est rigolo, c'est que encore une fois, c'est un matériel vivant. C'est que si tout était figé depuis le début, ça serait moins rigolo pour moi, justement, à écrire. Si j'avais tout prévu à 100% depuis le début, j'aurais pas ce jeu qui fait qu'à chaque album, je me dis, tiens, comment est-ce que je peux articuler cette pièce? Comment je peux faire ça? Mince, les lecteurs ont trouvé cette piste-là, ou alors ont défriché ça, ou vont vers là et tout. Donc, comment réagir par rapport à ça? Ou alors, voyant que ça marche et que ça leur plaît, allons au contraire dans ce sens-là, donnons-leur du grain à moudre. Donc ouais, c'est quand même même si effectivement j'ai quand même des structures et des choses en tête, c'est un matériel vivant, et c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est un jeu aussi pour moi. Comment dire, je suis pas obligé de répondre aux questions. Je suis embêté. Pour moi, oui. Pour moi, il y en a forcément, parce que déjà, pour moi, l'existence du dessin animé et du film, qui sont pour moi effectivement des Louverses, des Lou multiverses, avec des versions différentes de la même histoire. Donc, par ce fait même, effectivement. Alors ensuite, c'est un peu relou, parce que c'est l'histoire de l'univers parallèle et tout ça, de multiverse. On a soupé en ce moment au cinéma. Il y a eu des tonnes de choses jusqu'à la saturation. Il y a eu des très bonnes choses aussi, comme Everything Everywhere All at Once, et un nombre de trucs vraiment ennuyeux avec ce concept. Donc oui, il y a des univers clairement parallèles, et des narrations parallèles dans Lou, et je me réserve le droit de les explorer un jour, peut-être ces bandes de transition entre ces différents mondes. Non, on peut pas vraiment dire. Effectivement, j'ai regretté pendant longtemps les prémices de la série Lou est amoureuse de Tristan, parce que beaucoup de focus là-dessus. Mais sinon, non, je regrette absolument rien. À part peut-être d'avoir des fois pas été assez exigeant sur la série animée. Je pense que j'aurais pu me battre un peu plus pour avoir un truc qui me corresponde un peu plus. Mais encore une fois, cette série animée, maintenant, je me suis réconcilié avec elle, et je pense qu'elle est très bien et qu'elle a plu à beaucoup de gens. Mais donc non, j'ai pas aucun regret. Et puis quand il fait, effectivement, des fois tu fais une erreur, quand tu fais une tâche, tu te dis c'est pas grave, je continue, et puis je vais l'assumer et je vais en faire quelque chose. C'est dur, non, parce que effectivement je suis satisfait de la série. Je suis évidemment, quand tu vois les retours de tous ces gens qui te suivent, l'enthousiasme que ça génère, les belles rencontres et tout ça. Forcément, il n'y a pas à douter. Mais effectivement, le complexe de l'imposteur est toujours très présent, et ça, je pense que je m'en sortirai jamais. C'est-à-dire que l'impression de pas mériter tout ça, de pas savoir dessiner, de faire n'importe quoi, d'être un escroc, ça me traverse toujours. Mais en même temps, effectivement, ensuite, quand tu vois, comme hier soir, on a fait un concert des Crystal Zilots
avec plein de gens sur scène et dans la salle avec la banane jusque là, joyeux qui dansent et tout. Tu te dis bon voilà, c'est quand même plutôt un achievement cool. Ben en fait, mon rêve, c'est que Lou, ça se finisse jamais en fait. Mon rêve, c'est de continuer à faire ça le plus longtemps possible et de continuer à m'amuser autant le plus longtemps possible. C'est tout le défi en fait, c'est de se dire parce que effectivement, tu pourras avoir la tentation de la lassitude, de dire bon, non, ça fait 20 ans que je dessine les mêmes bonshommes, etc. Mais Lou, ça évolue tellement et ça m'amène vers tellement d'univers et tellement de choses différentes que effectivement, c'est juste à moi. J'ai cette chance effectivement d'avoir cette communauté et ce personnage qui fonctionne et qui semble où il y a une adhésion des gens et un attachement des gens à ce personnage et à cet univers. Donc j'ai la responsabilité simplement de le faire vivre le plus longtemps possible, le mieux possible. J'ai la responsabilité de ça et de continuer à m'amuser et à faire le plus de bien possible aux gens si possible pendant le plus longtemps possible. Très bien. Voilà. Du média BD en fait pour Lou, notamment avec un média plus audiovisuel. Voilà, exactement. La réponse est oui. La réponse est oui. J'ai clairement l'intention de refaire de l'audiovisuel, de refaire de l'animation et donc oui, c'est un de mes plans pour la suite. Et voilà, donc ça sera à suivre après le Sonata 3, mais il y aura certainement des aventures qui se continueront sous cette forme-là. Voilà, mais je peux pas tellement dire. Non. C'est bien vu, c'est bien vu, c'est bien vu. Mais je pense qu'on est dans le cadre d'un groupe hommage à une œuvre, effectivement. Est-ce qu'il y a un vrai copyright sur des slips en fourrure? Je ne sais pas, sachant que la mère de Lou est elle-même inspirée beaucoup par les maîtres de l'univers et par Musclor et son slip en fourrure. Et donc c'est déjà un rip-off et je pense que les maîtres de l'univers, le slip en fourrure vient de Conan le Barbare. Donc il y a une longue filiation en fait qu'il faudrait je sais pas, et en fait peut-être que faut trouver l'inventeur original du slip en fourrure et peut-être que c'est libre de droit en fait. Je pense que maintenant tout le monde a le droit de s'approprier ces slips en fourrure, je pense. Très bien. C'est démocratisé et c'est bon. Eh ben merci beaucoup. Merci à vous. En attendant, je vais vous montrer une photo de mes chats. Oh, comme ils sont mignons! Spécial dédicace à Perez Stilton.